plaide, nous, pour que les entreprises non seulement prennent des engagements, certes, mais mesurent de manière très précise le suivi de ces engagements. C'est vrai sur le climat, les émissions de CO2, c'est vrai sur le plastique, la baisse des consommations de plastique d'une entreprise, c'est vrai sur l'impact qu'elles ont sur la déforestation, par exemple. Donc il y a comme ça quelques sujets sur lesquels c'est tout à fait possible d'avoir une matrice chiffrée qui permet de suivre les enjeux. Et un de ces indicateurs qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle Environmental Profit and Loss, EPNL, qui traduit donc le PNL, pas seulement les directions financières, l'ensemble des grands cadres des entreprises connaissent le PNL et ça fait partie des exigences du quotidien de leur métier, y compris dans la communication et le marketing bien évidemment. Et donc on se dit, rentrons dans le PNL les enjeux environnementaux. Donnons une valeur, même si cette valeur est toujours contestable, donnons une valeur aux impacts environnementaux d'une entreprise, sur la forêt, sur le climat, sur les océans, et regardons quelle est la valeur négative, financière de cet impact. C'est ce qu'a fait un groupe comme Kering en le rendant public, et c'est très courageux de leur part, et on les salue pour cela. Et ils ont montré que finalement, l'impact environnemental de leur activité, ou ce qu'il faudrait payer si on devait restaurer l'impact négatif d'un groupe comme Kering dans ses opérations, eh bien, serait en gros équivalent aux bénéfices nets de Kering. Donc ça prouve bien que pour une entreprise qui n'est pas pour autant la plus impactante, la totalité du modèle économique dépend des services rendus gratuitement par la nature. Donc si toutes les entreprises commençaient à calculer cet indicateur, eh bien, elles se rendraient compte à quel point leur modèle économique est en fait dépendant du fait que la nature, la vie, les océans, l'air, l'eau, est gratuite, qu'elle l'utilise gratuitement, et si demain elle devait se mettre à la payer, eh bien, il n'y aurait plus tout simplement de modèle économique pour aucune entreprise. Donc ça prouve qu'il faut absolument protéger ce capital naturel. Le citoyen, à la fois, ces enjeux le dépassent considérablement. C'est très facile de dire pour chacun d'entre nous, mais qu'est-ce que je peux faire si les Chinois ou les Indiens ne bougent pas? Et en même temps, il n'y aura de transition dans la vraie vie que si les consommateurs changent leur mode de vie, leur mode de consommation. Si on continue tous à vouloir rouler tout seul dans une voiture diesel ou essence, si on continue tous à vouloir des vacances au bout du monde 3 fois par an, etc., etc., vous pourrez inventer toutes les technologies que vous voudrez, de toute façon, c'est perdu d'avance. Donc le rôle du citoyen et du consommateur, ce n'est pas de renvoyer la responsabilité vers les autres, c'est de prendre sa part, mais en ayant conscience, bien évidemment, que tout seul, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on a créé, nous, une application WWF qui s'appelle WAG, We Act for Good, qui permet pour la première fois d'agréger cette communauté de consommateurs français, de citoyens français, qui ont envie justement d'agir ensemble pour la planète et pour leur propre santé, parce que généralement, ce qui est bon pour la planète est aussi bon pour nous. On a aujourd'hui, après 3 mois de lancement de l'application, plus de 250 000 téléchargements et 1 100 000 défis qui ont été réalisés par les WAGers, par cette communauté. Et notre objectif, c'est d'atteindre, avant la fin de l'année 2019, 1 million de téléchargements, plusieurs millions de défis qui, agrégés, mis bout à bout, eh bien, montrent que si on change tous un peu, ça change tout. Assez optimisme. Je veux dire, honnêtement, on ne peut pas se contenter juste de regarder la dégradation de l'environnement. Elle est objective, elle est scientifique, elle est documentée. Donc là, il y a 2 options possibles. Soit on baisse les bras, on se dit c'est comme ça et le monde que l'on va laisser à nos enfants ne sera pas terrible et sera clairement moins bien que celui dont on dispose aujourd'hui. Soit on se dit, on remonte les manches et on voit qu'en fait, on a toutes les solutions. Et c'est ça qui parfois me frustre fortement. C'est que quand je regarde d'un point de vue technologique, on sait quasiment tout faire, ce qu'il faudrait faire pour aller vers un monde bas carbone. On sait faire des maisons à énergie positive, on sait faire des renouvelables, on sait faire des voitures électriques, évidemment on sait faire des vélos, on sait marcher, on sait faire des lieux de stockage, des batteries, etc. On sait tout faire. Ce n'est plus un sujet de R&D, d'innovation, en disant « Oh là là, il faut absolument qu'on ait 50 ans d'innovation devant nous ». Non, ce n'est pas vrai. On sait tout faire, on a toutes les solutions. Par contre, maintenant, il faut ajuster les règles du jeu pour que ces solutions passent de l'exception à la norme. Et là, on n'y est pas encore. Et c'est ça la responsabilité principale des responsables politiques, c'est de faire en sorte qu'ils prennent les solutions qui existent déjà sur le marché
et qu'ils, progressivement, ils en fassent la norme et pas l'exception. Et c'est pour ça qu'on se bat au WWF.